Je laisse la parole à monsieur Alassien Volconfer. Merci. Attends, hop. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu, même si on ne vous a pas laissé le choix. Moi, en tout cas, je suis vachement content d'être ici parce que c'est une conférence qu'on aurait dû faire il y a 2 ans. Puis il y a eu le Covid, etc. Donc ça a mis 2 ans de plus à se faire. Merci d'ailleurs à Victor Wirtner qui avait lancé le projet et puis Nadine pour l'avoir fait aboutir. Et donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler un peu de permaculture et puis de comment est-ce qu'on peut agir sur notre environnement et nos systèmes avec. Donc je me présente vite fait. Donc voilà, coucou, c'est moi. Je m'appelle Grégoire Alessian. Je suis permaculteur depuis 2016. Je suis membre en fait du projet Terra. Je suis coprésident de l'association Terra, qui est un projet de développement territorial dont je vous parlerai un petit peu en fin de conférence. Et j'y suis en fait référent permaculture. Je suis aussi formateur et accompagnant à la conception des systèmes permaculturels auprès des particuliers et des collectifs. Alors, premièrement, parce qu'on va parler aujourd'hui d'échelle d'application de la permaculture. Et la première échelle à laquelle on va essayer de s'adapter, c'est celle d'aujourd'hui, qui est pas très longue. Donc après l'introduction, je vais vite fait, en 5 minutes chrono, essayer de vous dire ce que c'est que la perma. Et puis, on va surtout passer du temps pour découvrir son utilisation à différentes échelles d'application. Et alors, les questions ou les réactions, elles seront bienvenues si vous en avez plutôt à la fin. Bon, après, si vous entravez rien de ce que je vous raconte, n'hésitez pas à lever la main et puis j'essaierai de clarifier. Mais voilà, si vous avez des réactions, des questions, elles seront les bienvenues plutôt à la fin. Donc, la permaculture, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, juste petite question. Bon, juste à main levée, bon, qui a déjà entendu parler de la permaculture ? Ouais, quelques-uns. Quelques-uns quand même, c'est pas mal. Attends, et parmi ceux-là, parmi ceux qui lèvent la main, qui serait capable de dire ce que c'est que la permaculture ? Il n'y a plus grand monde. Ok. Donc la permaculture, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une technique agricole ? Parce que on entend souvent parler, oui, les techniques de jardinage ou d'agriculture en permaculture. Est-ce que c'est des associations végétales ? Est-ce que c'est par exemple mettre un arbre fruitier avec des poireaux à côté ? Est-ce que c'est laisser faire la nature ? Parce qu'on entend parfois que la permaculture, c'est le jardinage pour les feignants. Est-ce que c'est faire des buttes ? Peut-être que certains ont entendu parler des fameuses buttes de permaculture au potager. Donc alors un indice, la permaculture, c'est rien de tout ça. Et j'insiste, en fait la permaculture, si on devait donner une définition vraiment toute simple pour des enfants, on dirait que c'est une tentative de créer de chouettes lieux pour vivre. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est Bill Mollison, le cofondateur de la permaculture, donc il y a un Australien qui est mort récemment en 2016. Une définition un peu plus complète, c'est que la permaculture, c'est une approche systémique qui vise à concevoir des systèmes territoriaux et humains en s'inspirant de l'écologie naturelle et des sociétés pré-industrielles sobres en consommation d'énergie. Bon, ce charabia, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors une approche systémique, ça veut dire qu'on va s'intéresser au fonctionnement de systèmes. Alors un système en permaculture, ça peut être un potager, un jardin, une maison. La maison et son jardin forment un autre système à part entière, un village, une ville, peu importe. C'est tant qu'on a un système organisé par des humains sur leur environnement. Et on va s'intéresser, donc la méthode systémique, c'est qu'on va s'intéresser au fonctionnement global de ces systèmes et aux interactions qui existent entre les sous-éléments de ces systèmes. En gros, on travaille dans la complexité en permaculture. Et du coup, on va créer donc, des systèmes qui vont s'inspirer de l'écologie naturelle, donc le biomimétisme, et des sociétés pré-industrielles sobres en énergie. Ça veut pas dire qu'on veut retourner au Moyen-Âge, ça veut simplement dire qu'on a un enjeu de sobriété énergétique en permaculture qui est très important. À travers une éthique et un ensemble de principes, la permaculture, elle permet aux individus de concevoir leur propre environnement pour créer des habitats et des organisations qui soient autonomes, durables, résilients, en prenant soin de l'humain et de la nature. Donc, son domaine d'application, et c'est surtout ça qu'on va voir aujourd'hui, ça va de l'agriculture aux habitats, en passant par le jardinage, la gouvernance humaine, l'organisation territoriale à plus ou moins grande échelle. Ça fonctionne en fractal, c'est-à-dire que les principes d'action de la permaculture, vous allez retrouver les mêmes au jardin, dans la construction de votre maison, dans la conception de votre projet collectif, jardin partagé en milieu urbain, dans la construction d'un éco-village, dans l'organisation d'une ville. Vous allez retrouver les mêmes principes d'action. Du coup, la permaculture, ça ressemble souvent à ça, c'est-à-dire des plans d'organisation territoriaux
Alors typiquement, c'est l'exemple d'un design de ferme, avec le corps de ferme, puis tous les aménagements. Ça peut ressembler aussi à ça, qui est un projet collectif sur lequel j'ai travaillé d'aménagement de lieu de vie. Ça ressemble aussi à des trucs absolument habitables, comme ce genre de schéma, qui en fait, ça c'est David Holmgren, l'autre cofondateur de la permaculture, qui aime bien ce genre de trucs. Bon, vous n'êtes pas obligé de vous intéresser à ça pour faire de la permaculture, mais c'est pour dire qu'on essaye de faire la synthèse de tout ce qui fait la complexité des systèmes humains. Et puis ça ressemble encore à ça, c'est-à-dire des gens qui se réunissent pour concevoir ensemble leur lieu de vie, leur lieu de travail. Donc ça c'est un atelier que moi j'ai animé il y a quelques années avec un groupe de personnes qui est dans mon projet, dans le projet Terra, qui sont en train de concevoir leur éco-village. Et c'est comment est-ce qu'on a des méthodes en fait pour concevoir ces lieux de vie. Ce qui n'empêche que la permaculture, ça peut quand même si j'ai dit que c'était pas du jardin, ça peut quand même ressembler à un jardin. On n'en voit pas grand-chose, mais c'était un jardin-forêt, une forêt comestible qu'on a implanté il y a quelques années. Donc la permaculture, elle a plusieurs dimensions. Il y a donc sa définition, son éthique, ses principes et ses outils et méthodes adaptés. Donc la définition, on vient de la survoler. L'éthique de la permaculture, c'est assez simple, il y a 3 grands principes. Le premier, c'est prendre soin de la terre. Donc prendre soin de la terre, c'est prendre soin du vivant au sens large. On part du principe que toute forme de vie a une fonction intrinsèque et qu'il faut la découvrir. Prendre soin des humains, donc que ce soit en termes de bien-être, mais aussi de répartition équitable de justice sociale, de dimension économique, de santé, de tout ce qu'on veut. Et puis une troisième éthique qui est un peu plus challengeante, fixer des limites à la consommation et à la démographie et redistribuer les surplus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut manger des cailloux et plus jamais avoir d'enfants. Ça veut dire que, et souvent vous allez voir cette troisième éthique, simplement, vous allez juste voir la fin, redistribuer les surplus. Or son intitulé complet c'est bien celui-là. Pourquoi simplement on écrit ça? Parce que pour redistribuer des surplus dans un monde avec des limites, il faut bien fixer une limite raisonnable en fait. Donc c'est simplement ça que ça veut dire. Les principes ensuite de la permaculture, bon, il y en a plein, on va évidemment pas les rentrer dans le détail aujourd'hui. On a donc Bill Mollison et David Holmgren, les 2 fondateurs de la perma, qui en ont écrit plein. Ils ont été conçus comme un cadre applicable et adaptable à un grand nombre de situations et de projets. Un exemple de principe de David Holmgren, je ne vais pas tous vous les lire, je vous les montre comme ça, bon, ils fonctionnent en boucle, il y en a une douzaine. Juste un mot, et puis je reviendrai un peu dessus avec les exemples qu'on verra tout à l'heure. Mais un mot, par exemple, obtenir une production. On n'y a pas écrit « obtenir une production de carottes sur une butte de jardinage ». Il y a écrit « obtenir une production ». On va avoir des règles générales qui encadrent la production des systèmes humains. Ça peut être une production de carottes, une production financière si on est dans un système qui a besoin de générer de l'argent, une production de bien-être, une production de lien social, une production de biodiversité, une production de ce qu'on veut. Donc ce sont des principes qui, bien sûr, après il y a des chapitres entiers de littérature sur chacun de ces principes, mais ce sont des principes généraux. C'est pour ça qu'on va pouvoir les appliquer à différentes échelles. Les outils et les méthodes, c'est l'endroit où la permaculture, elle se fond dans les approches spécialisées. C'est-à-dire que la permaculture, elle n'a pas inventé le jardinage, la construction, etc. Mais elle va nous aider, en fait, à l'appliquer. On a des méthodologies de design, de conception. Je vous donnerai l'exemple de Job Redim tout à l'heure. On a les zonages, les secteurs, les pentes, qui sont des outils techniques pour faire des plans. Pareil, je vous donnerai des exemples tout à l'heure. En fait, des outils pour appliquer la permaculture, il y en a une infinité potentielle. Tous ces outils sont contextuels, comme quasiment tout ce qui touche à la permaculture. Ce n'est pas la butte qui fait la permaculture, c'est le mode de pensée et la méthodologie que j'ai appliquée, l'application des principes qui fait que c'est permaculturel. Donc maintenant, de mon balcon à mon pays, je vais vous donner quelques exemples d'application de la permaculture. Donc, la permaculture, c'est né en Australie, ça s'est très vite exporté au Royaume-Uni, maintenant c'est un mouvement mondial. Je vais donner des exemples français, pas parce que je suis chauvin, mais parce que, étant français, c'est les exemples que je connais le mieux. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'application de l'éthique et des principes qui fait la permaculture et non des solutions toutes faites. Ce qui est permaculturel chez quelqu'un ne sera pas chez son voisin. Les exemples qui suivent illustrent des stratégies dites permaculturelles parce qu'elles s'adaptent à leur contexte. Alors, la première échelle qu'on va prendre pour parler de permaculture, c'est la jardinière. Bon, vous voyez tout ce que c'est une jardinière, hein, c'est un bac de culture sur un balcon ou devant une fenêtre, donc c'est tout petit. Donc c'est l'échelle la plus petite, mais c'est pas forcément la plus simple quand on veut faire de la permaculture. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de maximiser les effets utiles, donc on va essayer de faire du nourricier, du beau, si on veut planter des fleurs, des fonctions écologiques, prendre soin du vivant, prendre soin de l'humain éventuellement, dans un espace tout petit, souvent moins d'1 mètre carré.
Et puis, si on est en milieu urbain, on va se poser la question d'accès aux ressources. Il faut un contenant, il faut fertiliser, il faut des substrats, il faut des semences, etc. Comment est-ce qu'on fait ? Quand on est sur des petites échelles, c'est là où on va aller sur Internet, jardinière, permaculture, Google, machin, je vais trouver un truc. Attention aux solutions toutes faites, on peut s'en inspirer, mais vraiment l'important en permaculture, j'incite, c'est d'adapter à son contexte. Donc typiquement, l'exemple de la solution toute faite, donc ce qu'il faut, entre guillemets, pas faire, c'est le potager composteur autonome. Alors en vrai, c'est très bien comme système. En gros, c'est du bac de culture où on va avoir un substrat drainant, on va avoir des tubes en PVC où l'eau va couler, on va avoir une réserve d'eau, on va avoir un film géotextile entre le substrat drainant et puis la terre végétale qu'il y a au-dessus, les plantes, du paillage pour protéger le sol de l'évaporation, etc. Et on va même avoir le compost alimentaire de cuisine qu'on va mettre dedans avec un gros tuyau PVC troué. Et puis les vers de terre, la vie du sol, les racines, tout ça vont passer à travers. Il va y avoir des échanges de fertilité. Alors c'est intéressant. On peut dire que ça reprend certains principes de la permaculture parce que voilà, on va pailler les plantations, donc ça va prendre un peu soin. On va intégrer effectivement le cycle du compost. On va peut-être prendre soin de l'humain en termes de charge de travail parce qu'on va avoir une réserve d'eau, donc on n'y va pas tout le temps. Bon, super. Bon, c'est intéressant. Et puis effectivement, si j'ai fait des travaux chez moi et que j'ai des tubes PVC qui traînent, bah super, je vais faire de la récup, je vais utiliser ça pour faire mon bac de culture. Mais si je vois ça sur Internet, que j'ai pas de PVC chez moi et que je vais dans un magasin de bricolage pour acheter du PVC neuf, tout ce que je fais, c'est faire tourner l'industrie du plastique neuf et mon impact écologique, il n'est pas terrible. Donc, ce que je préfère donner comme exemple sur une échelle petite comme ça, c'est la démarche permaculturelle de mon ami Simon. Donc, Simon qui est notre permaculteur écologue et qui est maraîcher dans le projet Terra. Et à une époque, avant de devenir maraîcher, il était donc écologue. Donc un écologue, je ne sais pas si ce que vous savez d'un écologue, c'est un scientifique qui étudie le fonctionnement des écosystèmes. Donc il bossait dans un labo à Marseille et il habitait en plein centre-ville. Et du coup, lui, et en plus, dans sa jeunesse, il avait toujours connu des jardins, etc. Donc ça lui manquait beaucoup. Et sur son balcon, sur le rebord de sa fenêtre et devant sa fenêtre, parce qu'il habitait au rez-de-chaussée, il voulait faire une jardinière, il voulait faire quelque chose. Donc il s'est rendu compte que là où il bossait dans son labo, il y avait un bosquet avec des arbres, des arbustes, etc. Et donc tous les jours, il prenait son sac et puis dedans, il mettait un peu de feuilles mortes, un peu de terre, un peu d'insectes, un peu de sol vivant. Et comme ça, il se constituait un substrat. Et puis, il s'est rendu compte que dans les jardineries qu'il y avait autour de chez lui du côté de Marseille, il y avait finalement au rebut, jeté à la poubelle, un tas de bacs de fleurs, de pots, etc. qui étaient balancés à la poubelle alors qu'ils étaient en parfait état. Donc il a fait de la récup. Dans ses supports de culture, il faisait donc dans ses bacs de culture, il a mis sa terre, il a mis ses plantes et il faisait des associations végétales. Donc il utilisait des strates différentes, c'est-à-dire qu'il avait par exemple un pied de tomate qui poussait sur une treille, dedans il avait un haricot grimpant, et puis au sol, à la mi-ombre, il plantait du basilic qui était un peu protégé de la lumière directe du soleil. Donc sur un tout petit espace, il essayait de maximiser sa production. Et puis dans sa terre végétale, dans son sol naturel qui ramenait, il y avait des cloportes, des vers anéciques, etc. Les vers anéciques, c'est les vers de terre très longs qui font des allers-retours très profonds dans le sol, c'est ceux qui aèrent et nourrissent le plus le sol. Et puis il découpait directement ses trognons de pommes, ses petits déchets de cuisine directement sur ses fleurs et ses légumes. Et puis comme il ramenait du sol du sol forestier naturel, etc., il avait plein de graines spontanées dans son sol. Donc il avait entre guillemets des mauvaises herbes qui poussaient en fait dans ses bacs. Nous en permaculture, les mauvaises herbes, on appelle ça les adventices. C'est un peu plus sympa. Et du coup, il y en a certaines qui devaient enlever, mais il y en a qui la laissaient. Parce que ça faisait des fleurs, parce que ça faisait venir d'autres insectes, ça faisait même venir des abeilles. Donc il augmentait la biodiversité sur son milieu. Et puis, comme il était à Marseille et que le soleil ça tape fort là-bas, l'été, il mettait des planches en bois devant les bacs de culture pour pas que toute la petite vie qu'il avait réussi à développer dans ses sols, elle crève parce qu'il faisait trop chaud. Donc quand on reprend les principes de David Holmgren que je vous ai montré tout à l'heure, on se rend compte que même sur une toute petite échelle, il a obtenu une production parce que c'était dense, ça marchait très bien. Et en observant, il s'est rendu compte par exemple que le soleil, ça tapait trop fort. Il a accepté la rétroaction, c'est-à-dire en gros le retour d'expérience de ce qu'il était en train de faire. Il a été inventif en mettant des planches pour réagir à la surchauffe. Il a, mieux que pas produire de déchets, il a valorisé des déchets qui auraient fini à la décharge s'il n'avait pas récupéré ses bacs de culture. Il a utilisé des ressources renouvelables en ramassant des feuilles mortes et dans les sols forestiers. Il a intégré plutôt que de ségréguer, c'est-à-dire qu'en gros, plutôt que d'arracher toutes les mauvaises herbes qui poussaient, il attendait de voir ce qui poussait. Et puis quand il y avait des fleurs et des plantes utiles, il les laissait tranquilles.
Solution lente et à petite échelle, ça c'est très important en permaculture. Plutôt que de prendre sa bagnole, d'aller consommer du pétrole pour aller dans une jardinerie et acheter une grande quantité de terreau enrobé dans du plastique, lui il prenait les transports en commun pour aller bosser et puis tous les jours, petit à petit, il ramenait un peu de terre en fait chez lui. Donc en termes de bilan carbone, c'était quand même vachement mieux. Valoriser la diversité, pareil, sur la question de en fait, maximiser les espèces végétales sur un minimum d'espace. En gros, on voit que même sur une toute petite échelle, on peut appliquer tous les principes ou presque de la permaculture. Donc pour concevoir ces systèmes tout petits en perma, on va utiliser d'ores et déjà ce qu'on appelle les méthodes de conception systémique comme YoBREDIM. Donc YoBREDIM, c'est un acronyme. Donc le I pour interview, c'est toutes les questions qu'on va se poser avant de commencer notre projet, que ce soit un projet de jardinière, un projet de jardin partagé, le projet de ma maison, le projet d'éco-village, le projet collectif, peu importe. C'est pourquoi est-ce qu'on veut faire ce qu'on veut faire, quelles sont nos compétences, où est-ce qu'on a des incompétences, quelles sont les peurs, quels sont les désirs profonds, qu'est-ce que je veux voir dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Voilà, ce sont des questions préparatoires et qui sont extrêmement importantes, même quand on a un projet solitaire, mais encore plus quand on a un projet collectif, pour mettre en face à la fois les accords et les désaccords avant de démarrer un projet. On va aussi, en même temps qu'on fait notre espèce d'interview, on va être dans l'observation, et donc dans l'observation du milieu dans lequel on va démarrer notre projet. Et puis de ces observations, on va déduire les bordures et les ressources. Les bordures, c'est très important en permaculture. Je reprends l'exemple de ma jardinière. Je fais ça sur mon balcon. En fonction de si ma bordure, c'est un voisin qui déteste le jardinage et qui va incendier mes plantes, ou si c'est un voisin qui adore jardiner, puis qui va me filer des conseils, qui va venir jardiner avec moi, ça ne va pas être le même projet. Donc c'est pour ça qu'en observant nos bordures, on peut en faire des ressources. Ou en tout cas, on va essayer d'en limiter les effets négatifs. Bon, là, j'ai donné un exemple humain, mais la bordure, ça peut être aussi, je construis ma maison, et puis j'ai une route très bruyante en bordure de mon terrain, alors il va falloir que j'aménage mon terrain d'une manière à ce que je ne sois pas gêné par le bruit, par exemple. Ensuite, on va passer à la partie un peu vraiment analytique de la permaculture. C'est donc l'évaluation. L'évaluation, c'est je prends un élément du système que je veux créer et j'en éclate un peu tous les besoins et toutes les fonctions. Exemple, le système que je veux créer, c'est des poules dans mon jardin. Donc l'ensemble poulailler, il y a des éléments comme la clôture, la maison des poules, puis la poule elle-même. La poule elle-même, on peut éclater ses besoins et ses fonctions. Une poule, ça n'a pas juste besoin de nourriture et ça ne fait pas juste des œufs ou de la viande. Une poule, ça a besoin d'eau, ça a besoin d'espace, ça a besoin de compagnie, ça a besoin d'un espace pour se percher, d'un espace pour couver, d'un espace avec de la poussière pour se retirer un peu les parasites. Et puis ça va produire des œufs, de la viande si on mange de la viande, mais ça va produire aussi du bruit, de la chaleur, ça va produire de l'agitation, ça va gratter le sol. Et ça, c'est des fonctions qui sont ni bonnes ni mauvaises. On ne les attend pas, mais elles sont intrinsèques à notre élément. Et c'est en faisant ça sur chacun des éléments on va pouvoir bien les placer en fait dans l'espace. Et puis, une fois qu'on peut placer nos éléments dans l'espace, on va faire ce qu'on appelle le design, c'est la conception. Donc ça va être tout un tas de plans avec des outils que je vais vous montrer un peu plus tard, entre autres, mais aussi des calendriers prévisionnels, tout ce qui est établissement de la gouvernance quand on est dans des projets collectifs. Il y a énormément de choses dans la conception d'un projet en permaculture. Et puis après, l'implantation, c'est je construis ma jardinière, je fais mon poulailler, et puis après, il faut l'entretenir avec la maintenance qu'on a quand même anticipée à l'étape du design, de la conception. Donc, pour un petit système comme la jardinière, on va avoir les méthodes de séquençage qu'on peut déjà utiliser, et puis bien sûr la documentation spécialisée, potager, bricolage, etc. Si on prend une échelle maintenant un peu plus grande et qui est sans doute la plus connue en permaculture, c'est le jardin. C'est l'échelle d'application la plus médiatisée, il y a une quantité de livres, de bouquins, de documentaires, de reportages, de tout ce que vous voulez sur la permaculture aujourd'hui au jardin. Alors au jardin, on va voir la permaculture au jardin potager. On va associer souvent des semences anciennes pour préserver les patrimoines génétiques. On va utiliser beaucoup le compost, que ce soit le compost de cuisine ou toilette sèche ou tout à la fois, peu importe. On va mulcher nos cultures, on va pailler au sol, ça va avoir pour effet de limiter l'évaporation, donc limiter l'arrosage et la consommation d'eau. Ça va protéger du gel en hiver. Puis si c'est du paillage organique, de la paille, du broyat de bois, etc., ça va nourrir le sol aussi. Parce que, encore une fois, le sol, on a besoin de le nourrir. Un sol, c'est vivant. Quand un sol, ça meurt, on ne peut plus rien faire pousser dessus. Donc il faut nourrir la vie du sol, il faut s'en occuper. On va utiliser les strates. Un exemple au maraîchage, ça va être... Alors j'ai donné l'exemple de tomates, haricots, basilic, mais ça peut être la milpa, ce qu'on appelle les 3 sœurs, qui vient d'Amérique du Sud. C'est le maïs, les haricots qui rampent dans le maïs, et à l'ombre du maïs, les courges qui rampent sur le sol. Pareil, sur un minimum d'espace, on essaye de créer un maximum de fonctions. Pourquoi ? Parce qu'il y a un des principes de permaculture qui dit qu'on essaie de créer des petits systèmes intensifs. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ? Parce que plus l'humain réussit à
assouvir ses besoins sur des petits espaces, plus on peut faire de la redistribution. Vous vous souvenez, redistribuer les surplus, c'est une des 3 éthiques de la permaculture. Donc, quand je vais redistribuer, quand je vais faire un potager sur un petit espace, eh ben, peut-être que je vais avoir de l'espace à redistribuer, soit à d'autres humains, soit au système naturel. On verra ça avec les zones 5 tout à l'heure. La rotation des cultures, effectivement, quand les sols s'appauvrissent d'une année sur l'autre, on va planter des légumineuses, donc pois, fèves, haricots et compagnie. Pareil, hein, ça n'a pas été inventé par la permaculture, ça fait des siècles et des siècles qu'on connaît. La permaculture, elle se contente vraiment d'agréger toutes les pratiques vertueuses qu'on peut avoir pour prendre soin de notre environnement. Donc ça, c'est pour le jardin potager. Donc bien sûr, on est sur des surfaces qui vont de 1 m² à 1000 m² si on a un très grand jardin à la campagne. Un exemple qui est celui de Joseph Chauffret, qui a écrit « Mon petit jardin en permaculture ». Alors, j'ai pas les chiffres des dernières années, mais en 2018, sur son jardin, sur 150 m², il produisait 500 kg de légumes par an. Donc, il avait un énorme rendement. On voit qu'il utilise les strates, les différentes hauteurs, une grande variété, une grande diversité de légumes différents pour avoir de la résilience, l'utilisation du paillage et l'utilisation de la verticalité, par exemple. Un autre exemple d'application de la permaculture au jardin, c'est la forêt-jardin. Donc on va créer des écosystèmes qui sont proches de la jeune forêt, c'est-à-dire avec des arbres, des arbustes, des espaces ouverts, des plantes rampantes, des lianes grimpantes. Donc les lianes grimpantes comme le kiwi, la vigne, qu'on peut faire pousser dans d'autres arbres fruitiers par exemple. Ça va remplir des fonctions alimentaires. Ça peut être des fonctions alimentaires non fruitières. Nous par exemple à la forêt-jardin de Terra, on a planté de l'acajou de Chine. C'est un arbre qui fait de la salade concrètement. Ça ne fait pas des fruits mais ça se mange quand même. De la production médicinale, des plantes médicinales, des plantes aromatiques. L'utilisation des strates, là aussi, la verticalité, on va avoir donc des arbres, des arbustes, des plantes herbacées hautes, basses, des plantes rampantes qui vont couvrir le sol et qui vont produire des choses comme les fruits, les fraisiers par exemple, et puis des lianes grimpantes, des strates rhizosphères. Pareil, sur un minimum d'espace, on va essayer de densifier notre production. On va avoir des plantes principalement pérennes en forêt-jardin parce que ça prend quand même du temps de s'occuper de toute cette complexité, donc si en plus je fais mon maraîchage, ça devient compliqué, mais on peut le faire, mais c'est juste que ça demande beaucoup plus de travail. Et puis, déjà à ces échelles-là, on va pouvoir créer sur nos espaces, sur nos terrains, sur nos systèmes, des microclimats, avec notamment les haies brise-vent, etc. On va pouvoir peut-être même planter par endroits des espèces végétales qui ne pousseraient pas sous nos milieux, mais parce qu'on a créé des abris et des microclimats, on va y arriver. On a un impact énorme sur la biodiversité avec ce genre de système, puisque surtout si on part d'une prairie ou d'une pelouse, puisqu'on va faire venir à la fois toutes les plantes qu'on va planter nous-mêmes, et nous on voit depuis qu'on a planté notre forêt-jardin, les oiseaux reviennent, les champignons reviennent dans le sol parce qu'on le nourrit avec du broyat, on a un impact durable sur la biodiversité. Et sur les surfaces, on peut partir d'un tout petit verger de 10 m² avec un seul fruitier au centre sur un porte-greffe un peu nanifiant pour que l'arbre ne soit pas trop grand, une liane qui pousse dedans, un pied de romarin, puis quelques fraisiers, et puis on peut avoir plusieurs hectares de vergers permaculturels sans aucun problème. Dernier exemple, alors si jamais ça vous intéresse sur la forêt-jardin, les vergers permaculturels, j'ai écrit une série d'articles sur le blog de Permaculture Design. Alors j'ai plus le temps malheureusement d'en écrire, mais j'en ai quand même, et j'ai eu le temps d'en sortir 6 ou 7 sur la création de jardins-forêts en milieu associatif, en milieu collectif. Donc si vous tapez Permaculture Design, créer un jardin-forêt, vous allez trouver, si ça vous intéresse, vous pouvez les regarder. Et puis au jardin, en fait, en général, le jardin permaculture, on va essayer de créer plein de synergies avec d'autres éléments. Le poulailler, un atelier de bricolage, etc. C'est beaucoup plus que faire pousser des légumes. Et ce sont des jardins qui sont conçus de façon globale. On va essayer d'associer potager, verger, des animaux, les milieux naturels, tout ça en bonne intelligence avec le bâti. Un exemple que j'aime beaucoup de synergie au jardin, c'est l'association de 4 éléments qui sont le potager, le poulailler, le compost et la serre à semis. Ce ne sont pas des éléments qu'on peut tous mettre exactement au même endroit, parce que si vous mettez les poulaillers dans votre potager, le poule dans votre potager, vous n'avez plus de potager. Mais en faisant nos analyses besoins-fonctions, en plaçant le poulailler avec le potager entre la maison et le poulailler, quand je vais au poulailler, je prends les légumes un peu abîmés, etc., les feuilles qui sont pas belles, je les donne à manger aux poules, je récupère mes œufs, le fumier des poules, je pars sur le compost, après je le tamise, etc. Je vais dans la serre à semis pour faire mes semis, et je suis juste à côté du potager pour repiquer les légumes. Je vais créer comme ça des synergies pour créer des systèmes intelligents qui vont être fonctionnels pour l'humain. Donc pour concevoir les jardins en permaculture, on va utiliser les méthodes de conception, on va utiliser la documentation spécialisée, et c'est la première échelle à laquelle on peut utiliser les zonages, les pentes et les secteurs. Alors qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Le zonage, c'est une manière de concevoir l'espace
en cercle plus ou moins concentrique. Alors dans la vraie vie, ça ressemble jamais à ça, hein, mais où la zone 0, c'est le bâtiment. Alors ça peut être ma maison, si mon système c'est mon jardin personnel. Ça peut être l'abri de jardin, si c'est un jardin partagé en milieu urbain. En gros, c'est le centre névralgique de mon infrastructure. Et où la zone 5, c'est la nature vierge. C'est un espace qu'on a laissé pour les écosystèmes naturels. Donc soit ils étaient préexistants et on les protège, soit on va justement dégager de l'espace pour créer ces systèmes-là. Et puis entre les deux, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, où tout ce qui va être le plus proche de la zone 0, c'est l'endroit où on va travailler de façon intensive, où il va falloir beaucoup de travail, mais où ça va produire beaucoup. Donc le jardin entièrement irrigué, par exemple, le poulailler, il n'est pas bien loin. Et puis zone 4, on y va 2 fois par an, et puis on n'y fait pas grand-chose. Exemple, un verger en zone 2, c'est un verger où je vais avoir des arbres que je vais tailler chaque année, je vais bien débroussailler, je vais mettre de la paille au pied, je vais mettre du compost, voilà, je vais peut-être même des traitements contre les parasites, etc. Alors qu'un verger en zone 4, je plante les arbres, je les taille pas, ça produira moins parce qu'il y aura un peu de bois mort, mais en contrepartie, j'y vais 2 fois par an, une fois pour tondre et puis une fois pour récolter. Donc c'est une manière de concevoir notre espace en fait. Donc évidemment, dans la vraie vie, les zonages, ils ne ressemblent jamais à des cercles concentriques, c'est toujours des choses qui sont plus complexes, qui sont entremêlées, mais on garde quand même cette idée générale que les zones 1 et 2 sont proches du point central de notre système, et puis les zones 3, 4, 5 sont plus éloignées. Bon, il y a plein d'exemples aujourd'hui, sur Internet, soit dans les livres de permaculture ou sur Internet, il y a énormément d'exemples de zonage différents. Ensuite, un truc que j'adore, alors au début je détestais ça parce que c'est quand même assez indigeste quand on ne sait pas ce que c'est un peu imbitable, mais ce sont les plans de secteur. Alors c'est quoi ce truc? Pareil, je reprends le point central de mon système et en fait on va représenter sur les plans de secteur toutes les influences naturelles qui traversent mon système. Donc par exemple, le secteur du soleil d'hiver, c'est-à-dire je me mets au centre de mon système, et puis à mon soleil d'hiver, il se lève là, et puis il se couche là, et puis il a cet angle-là. Et puis mon soleil d'été, il se lève là, il se couche là, puis il a cet angle-là. Et puis les vents dominants, ils viennent de là. Et puis les risques d'incendie, ils viennent de là, parce que là j'ai des broussailles et des trucs très secs. Et puis là j'ai du bruit, parce que j'ai une menuiserie à côté de chez moi, donc j'ai beaucoup de bruit qui vient de là. Ou alors j'ai une route, ou alors il y a un risque de glissement de terrain, parce que là la colline, elle a été vachement labourée, et puis il peut y avoir des orages, etc. En fait, je vais modéliser tous les éléments qui traversent mon terrain, pour pouvoir limiter en fait leur influence destructrice. Exemple, avec le vent, où est-ce que je vais mettre ma haie brise-vent avec mes arbustes qui vont me protéger, ou en tirer parti aussi, où est-ce que je vais mettre mon éolienne, parce que je sais où passe mon vent dominant. Et puis, le dernier outil de conception, on va dire cartographique de la permaculture, ce sont les pentes. Alors c'est un outil qui va être beaucoup utilisé à partir des échelles suivantes, plus grandes, le foyer. Pourquoi? Parce qu'une pente, même faible, elle offre une ressource qui est la gravité. Et donc il vaut mieux, j'ai acheté un terrain, et je veux mettre un accès pour construire ma maison. J'ai plus intérêt à mettre mon accès en haut du terrain pour décharger des matériaux de paysagisme, des matériaux de jardin, des matériaux de construction en haut et descendre des brouettes pleines, que faire mon accès en bas où je vais monter des brouettes pleines et les descendre vides. On va essayer de se rendre service, on va essayer d'être intelligent. On va aussi utiliser, si les pentes sont fortes, on va aussi éventuellement faire des terrasses. Comme sur une terrasse, le sol est plat. Quand il pleut, ou quand on va mettre de la matière organique ou des amendements, donc de la fertilisation, ça va rester en place au lieu de foutre le camp vers la rivière. On va utiliser les points bas pour faire de la rétention d'eau parce qu'on aura fait des drains et des rigoles un peu partout sur le terrain jusqu'ici. Et puis on apprend à lire aussi une pente. On sait que les sols les plus fertiles sont souvent en bas d'une pente. Et c'est là qu'on va planter notre verger, notre maraîchage, etc. On va aussi apprendre, je ne vais pas tout vous décrire, mais on va apprendre par exemple le mouvement des flux d'air sur une pente. On sait que l'air froid, ça descend la nuit et qu'en fonction de où est-ce que je vais mettre mes arbres, ça va créer des poches de gel, etc. On va apprendre à lire une pente pour concevoir intelligemment notre système. Donc pour concevoir nos jardins, les méthodes systémiques de conception, la documentation spécialisée, les zonages, les pentes, les secteurs. Une échelle plus grande maintenant, on va encore monter en gamme, ça va être l'agriculture professionnelle en permaculture. Alors ce qui est bien, c'est que c'est les mêmes principes que pour le jardin, pour la plupart, mais ça va être adapté au contexte du milieu professionnel. Donc c'est là où on a l'éthique partager les surplus, parce qu'elle contient les questions économiques de production. Un agriculteur, il a besoin de gagner de l'argent pour vivre, sinon il ne va pas s'en sortir. Donc on en parle à cet endroit-là. Donc en maraîchage par exemple, on va vouloir prendre soin des sols. Aggradation, c'est le contraire de dégradation. On va avoir des cultures très diversifiées.
On va retrouver la question des semences paysannes et les modèles économiques type économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors évidemment, je ne vais pas vous en parler là aujourd'hui en 1h30, c'est pas possible. Mais en gros, c'est des types de modèles économiques pour créer de l'économie circulaire entre différents acteurs d'un territoire pour qu'il y ait plus de coopération, plus d'équité et plus de valorisation des productions économiques. Et puis il y a un grand souci de la biodiversité, voilà, on va mettre des nichoirs partout, des ruches, pour faire venir des pollinisateurs, et on va travailler sur le sol vivant. Et sur les surfaces, on est au moins sur plusieurs milliers de mètres carrés. Bon, un exemple français, c'est Jérôme Boineau, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Père Maraîcher. Il y a aussi une autre chaîne YouTube qui est assez chouette, qui s'appelle Le Jardin des Merveilles, Jardin des apostrophes et Merveilles. C'est un type qui est sur sa ferme depuis 10 ans en permaculture et qui a beaucoup de choses à partager. Bon, ça c'est sa ferme, c'est pas très très intéressant, mais voilà. En agriculture professionnelle, on va aussi retrouver l'arboriculture fruitière. Donc on va retrouver les mêmes principes que la forêt-jardin. Et donc il y a un exemple que j'aime bien, c'est celui de Stéphane Sobkowiak, qui est un permaculteur canadien. Et puis il va utiliser les principes de la forêt-jardin, mais lui il a besoin de gagner des sous. Donc il ne va pas faire une espèce de jardin d'Éden fouillis où il y a du bordel partout. Il va faire des rangées d'arbres. Sauf qu'il ne va pas juste faire une monoculture de pruniers, il va intercaler plein de variétés fruitières différentes. Il va mettre des arbres qui fixent l'azote dans le sol, tous les 4 fruitiers pour améliorer la fertilité des sols. Entre les arbres, il va planter des petits fruits, des cassis, des groseilles et puis des plantes aromatiques. Il va favoriser l'arrivée des insectes auxiliaires. Les insectes auxiliaires en agriculture, c'est des insectes qui vont nous aider notamment à lutter contre certains parasites. Il va faire venir les pollinisateurs. Donc, grosse biodiversité. Et puis, parce qu'il a il fait ce qu'il appelle le classement des allées par les allées d'épicerie, c'est qu'il va prendre une allée de fruitiers et puis il va planter tous les arbres dont les fruits se récoltent entre le 15 et le 31 juillet. Puis il va faire une autre allée, il va planter tous les arbres dont les fruits se récoltent entre le 1er août et le 15 août. Et donc, lui, ça va lui faciliter la vie quand ça va être les périodes de récolte, et ça va permettre, en fait, aux clients de venir eux-mêmes récolter leurs fruits. Et on a un truc qui est assez récurrent, notamment dans l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est que le client n'est plus juste un client qui va venir acheter des fruits, c'est un mangeur et un coopérateur qui va venir travailler avec l'agriculteur. Parce que ça a été organisé de manière à lui permettre de travailler avec lui. Un dernier exemple d'agriculture professionnelle, donc ça c'est un couple d'amis qui a une ferme en Auvergne. Donc c'est la polyculture élevage, donc on va valoriser, eux ils ont une ferme plus grande, une 50aine d'hectares, et puis ils valorisent l'agro-silvopastoralisme, donc les cultures de plein champ, les légumes, les céréales, les arbres, ils ont planté des centaines et des centaines de fruitiers, et puis ils ont un petit troupeau qui est élevé exclusivement en plein air, et ça leur permet en fait d'avoir un système très complexe. Ils travaillent sur le paysage avec les haies. Les haies en permaculture, c'est un peu l'objet chéri en termes de paysagisme, parce que ça fait des corridors écologiques pour les animaux, ça fait du brise-vent s'il y a beaucoup de vent, ça permet de retenir les sols, ça a énormément de fonctions. Et donc voilà, ils vont valoriser beaucoup la biodiversité, les petits troupeaux, etc. Et eux aussi, ils vont impliquer les consommateurs pour venir parrainer des arbres, par exemple parrainer des arbres fruitiers, qui vont venir entretenir les années suivantes, faire des chantiers participatifs. Ils accueillent des gens en compagnonnage pour les former, etc. Il y a un lien social qui est au cœur de la permaculture et qu'eux vont cultiver. Et j'ai écrit agroécologie pour l'interrogation, parce qu'à cette échelle-là, la permaculture et l'agroécologie disent à peu près la même chose. Donc, pour concevoir les systèmes agricoles professionnels, on va voir les méthodes systémiques, la documentation spécialisée et les formations professionnelles, puisqu'évidemment ce sont de vrais métiers, le zonage les secteurs et les solutions économiques intégrées. Donc l'économie de la fonctionnalité et aussi comptabilité en triple capital. Qu'est-ce que ça veut dire vite fait ça? Ça veut dire qu'on va créer des systèmes où on ne compte pas juste les kilos de légumes qu'on produit et le pognon qu'on peut en tirer, mais aussi quel est mon impact sur mon environnement naturel et quel est mon impact sur les tissus sociaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les agriculteurs, c'est un des métiers les moins payés du monde alors que c'est le plus important. Et ce qu'on veut, c'est rendre visible et valoriser toutes les pratiques vertueuses des agriculteurs sur leur environnement, pour que, en termes de l'autre côté en fait, du comptoir, le client et le mangeur soient prêts à payer le prix juste. L'échelle suivante, c'est une échelle en termes de taille qui est un peu parallèle, mais qui est un peu celle que je préfère. C'est l'échelle du foyer autonome avec terrain en permaculture. En gros, c'est la maison, le jardin, à l'échelle individuelle, familiale, on va dire. C'est l'échelle à partir de laquelle on peut vraiment être le plus responsable de sa propre vie, parce qu'on va concevoir tous les aspects de notre lieu de vie avec la permaculture. Donc on va intégrer production alimentaire,
approvisionnement en eau et en énergie, l'habitat, le milieu naturel, les interactions sociales, voire les activités professionnelles. Ça correspond aussi, c'est une échelle qui correspond à un rêve récent et assez croissant dans la société, surtout avec le contexte un peu morose aujourd'hui, un rêve de transition et d'autonomie de la plupart des foyers. Aujourd'hui, nous on voit dans notre projet, depuis par exemple la crise sanitaire, on est passé d'une demande par jour pour venir sur le territoire et faire des trucs comme ça à 5 demandes par jour. Donc deux exemples de foyers autonomes. Un exemple français qui est la famille Baronnet, qui est assez connue, ils ont écrit des bouquins, puis ils ont un peu pignon sur rue. Donc eux, ils ont évolué en milieu rural pendant 40 ans, donc ils ont un petit peu d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, mais ils vont mettre surtout l'accent sur la basse technologie pour consommer le moins d'énergie possible. Donc ils vont avoir des panneaux solaires thermiques qui vont capter directement la chaleur du soleil pour chauffer l'eau. Ils vont avoir une serre bioclimatique qui va être leur chauffage d'hiver, avec les portes ouvertes sur l'intérieur, orientées sud, avec le soleil qui vient frapper et puis qui chauffe la maison en hiver. Et puis ils vont utiliser un four solaire, un séchoir solaire. Ils sont à 50% autonomes sur la nourriture, ce qui est bien en permaculture. En permaculture, on n'est pas des survivalistes qui essayons de vivre coupés du monde en étant autonomes à 100%. On essaye en fait d'être interdépendants sur notre territoire. Je vais produire des choses que mon voisin ne produit pas et réciproquement. Et on va créer comme ça de la résilience locale. Et puis, ils filtrent et ils autoconsomment leur propre pluie. Donc ça, c'est un exemple en milieu rural. Un exemple en milieu périurbain, donc c'est la famille d'Hervès aux États-Unis. Donc on voit, voilà, là ça c'est la photo satellite, donc ils sont dans un milieu périurbain, ils ont quand même un jardin de 300 mètres carrés à peu près. Ils sont entièrement autonomes en fruits, en légumes, en miel, en œufs. Ils vendent leur surplus. Et puis en échange, en fait, ils vendent ou ils échangent. Et parfois ils échangent, on parlait du partage équitable et de la redistribution des surplus. Parfois ils vont donner des choses au resto du coin, qui en retour vont leur donner aussi leurs vieilles huiles de friture qu'ils vont filtrer et ils vont leur produire leur propre biodiesel pour leur voiture. Bon, c'est pas hyper écolo parce que ça reste du diesel, ça reste du carburant à cramer dans une bagnole, mais au moins on est sur des effets d'économie circulaire où les déchets vont être valorisés au lieu de finir à la décharge. Donc pour concevoir ces foyers autonomes, les méthodes de conception, la documentation spécialisée, les zonages, les pentes, les secteurs, c'est une échelle qui a été très développée par les fondateurs de la permaculture et il y a beaucoup d'illustrations et d'idées disponibles dans les ouvrages de Bill Mollison ou sur Internet. Et c'est sans doute l'échelle à laquelle les zonages, pentes et secteurs sont les plus adaptés. On va commencer maintenant sur les grandes échelles d'application de la perma, et notamment les communautés et les collectifs en permaculture. Alors, c'est une échelle qui est compliquée parce que c'est les échelles à partir desquelles on est obligé de vivre avec les autres. Donc ça, c'est très difficile, même si sur les échelles d'avant, c'est important aussi, mais là, c'est indispensable. Donc là-dedans, on va retrouver les écolieux, les tiers-lieux polyactivités, les éco-villages, les fermes partagées, ça peut être des tiers-lieux aussi pas agricoles du tout, hein. C'est un peu l'échelle à laquelle vont se rencontrer les aspirations et les besoins individuels. C'est un gros défi de conception et ça prend beaucoup de temps. Coopérer et co-construire des projets collectifs en permaculture, ça prend du temps. Hein, c'est comme la démocratie, ça prend plus de temps que la dictature, mais bon, ça a des effets intéressants aussi. Donc il faut prendre le temps, parce que le premier facteur d'échec en permaculture sur les projets collectifs, c'est le PFH de Pierre Rabhi, c'est le putain de facteur humain. Qu'on peut aussi appeler aussi précieux facteur humain, si on veut. Parce que, en fonction de l'humeur du moment. Donc il faut prendre le temps de s'occuper de ça. Donc un exemple, alors je vous donne des exemples, il y en a plein. Ça c'est des amis en Gironde qui ont un projet d'habitat partagé, production maraîchère, événements culturels, ils ont une coopérative de production électrique et ils ont des initiatives sur la gestion des déchets. Un autre exemple, c'est celui que je vous montrais tout à l'heure en introduction, c'est un projet de lieu de vie sur lequel moi je travaille, et là on voit, c'est pas des habitats partagés, chacun a sa maison, par contre on va mutualiser les jardins, on va mutualiser les garages, les hangars, on va mutualiser des espaces collectifs. Pourquoi je vous montre ces deux exemples? C'est pour vous dire que, y a pas, quand on fait de la permaculture en milieu collectif, il faut faire de l'habitat partagé. Ça dépend. En fait, ça dépend toujours des projets. On peut avoir une variété quand même de projets assez importante, tant qu'on applique les principes généraux de la permaculture. Et puis, au niveau de la conception, on va avoir tout ce qu'on a vu avant. Et puis, c'est l'échelle à partir de laquelle on va être obligé d'utiliser des outils de gouvernance et d'intelligence collective. C'est indispensable. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir en outils collectifs? Je donne quelques exemples que nous, on a utilisés dans le projet Terra. Donc, la sociocratie, l'holacratie, en gros, c'est des modes de gouvernance qui tentent de créer
des organisations plus horizontales et pas pyramidales. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espace de souveraineté, de responsabilité, de redevabilité, etc. C'est pas une espèce de grand flou où tout le monde fait tout et personne n'a de redevabilité sur rien. C'est pas vrai. Par contre, c'est une tentative de faire que les initiatives individuelles vont avoir voix au chapitre, qu'elles vont pouvoir être entendues, et qu'on va avoir une organisation un peu organique, fluide. On a la gouvernance opale. Bon, c'est des exemples. Je n'ai pas le temps de les détailler, mais des outils, il y en a plein. Voilà, ça c'est un livre qu'on retrouve sur les étagères de tous les collectifs de France, enfin en tout cas partout où je suis allé, qui est bourré en fait d'exemples de visualisation commune, de vision partagée, de petite gouvernance. Et puis on va avoir très important en permaculture, on va avoir des outils de gestion des conflits. La permaculture, c'est pas un truc de bisounours, hein. On va pas dire « Oh oui, on est tous mignons, on veut prendre soin des humains et de la nature, donc il n'y a pas de raison qu'on s'engueule ». C'est pas vrai. On passe son temps à se mettre sur la gueule parce qu'on est des humains. Donc on a besoin d'apprendre à gérer nos conflits. On a par exemple les cercles restauratifs qui permettent de restaurer les relations entre deux personnes quand elle a été brisée. Et on a aussi en filigrane des outils comme la communication non violente qui nous permet de communiquer plus efficacement. Pareil, non-violence, c'est pas un truc de gens gentils et bisounours, hein, on peut tout à fait hurler en communication non violente, c'est juste que c'est des manières en fait de s'exprimer et d'écouter les autres qui vont nous permettre de nous connecter plus facilement, de nous comprendre mutuellement plus rapidement et d'être plus efficaces dans nos projets. Donc la gouvernance dans les projets permaculturels collectifs, c'est évolutif. Il n'y a pas une solution miracle qui va fonctionner pour toujours. Exemple, à Terra, en 2017, on était à fond sur la sociocratie, ça a marché 1 an, et puis au bout d'1 an, c'était plus adapté parce qu'on était plus nombreux, le projet il avait des besoins différents. Donc c'est vivant, les organisations humaines, elles sont vivantes, elles ont besoin d'outils vivants et évolutifs. Donc, l'avant-dernière échelle qu'on va voir aujourd'hui, c'est la commune, donc les villes, les villages et les territoires en permaculture. Donc il y a notamment, alors je vais afficher vite, voilà, pour avoir Rob Hopkins. Donc on a le mouvement des villes en transition qui a été fondé par ce monsieur, donc un Britannique qui était à la base professeur de permaculture. Et puis il a créé le mouvement des villes en transition pour amener la permaculture davantage en milieu urbain. On a aussi les incroyables comestibles, alors pareil c'est très anglo-saxon mais c'est arrivé en Suisse, je ne sais pas s'il y en a, certainement en France il y en a en tout cas. Et ça va être des associations qui vont créer plein de zones de culture partout dans leur village, avec des espaces collectifs pour que les gens montent en compétences, pour qu'il y ait du lien social, pour qu'il y ait de la création de résilience alimentaire sur les territoires et sur les communes. En milieu on va dire, territorial, pour faire de la permaculture, on va utiliser notamment les monnaies locales. Je ne sais pas si vous êtes au courant, alors je ne sais pas où ça en est pour le franc suisse, mais pour les euros, quand vous dépensez 1 euro, en moyenne, donc quand vous dépensez 1 euro dans l'économie réelle, donc je sais pas, vous allez vous acheter, j'en sais rien, une baguette, au bout de 2 transactions en moyenne, l'euro, il part sur les marchés financiers et il ne redescend plus jamais. 98% de l'argent est sur les marchés financiers et seulement 2% dans l'économie réelle. Et donc ça c'est chiant parce que ça veut dire que constamment, l'argent quitte les territoires, il s'enfuit, c'est des paniers percés. Donc les monnaies locales, elles nous aident parce que une monnaie locale, elle ne peut pas partir sur les marchés financiers dans la finance. Elle est obligée de continuer à circuler sur les territoires une fois qu'elle a été mise en circulation. Donc typiquement, la monnaie locale, moi, quand je donne des formations en permaculture, je vais être payé. Donc chez nous, on a l'abeille. C'est notre monnaie locale, elle s'appelle l'abeille. Il y en a plein en France, il y en a plein en Europe. Et donc moi, je vais être payé en partie en abeilles. Mes abeilles, je vais pouvoir les dépenser dans l'épicerie de producteurs bio et locaux qu'on a créée il y a 2 ans. Et puis eux, ils vont pouvoir payer une partie de leurs fournisseurs et de leurs agriculteurs en abeilles. L'agriculteur, s'il peut, c'est rare, hein, il peut mettre un peu de sous de côté, il veut peut-être aller se faire payer un massage chez la masseuse shiatsu du village qui prend les abeilles, et puis elle va venir se former en permaculture en payant en abeilles. On va essayer de créer de l'économie circulaire avec la monnaie. Et donc pour finir un exemple, qui est l'exemple de donc, le projet dans lequel je travaille et dont je suis le coprésident là, jusqu'à dans 1 mois. Donc c'est Terra, un écosystème pour le XXIe siècle. Donc Terra, c'est un projet expérimental de développement territorial. On est implanté dans le sud-ouest de la France, donc dans le Lot-et-Garonne depuis 2015. Aujourd'hui, donc on était une dizaine en 2015, maintenant on est plus de 70 habitants installés sur le territoire. On a pour but d'expérimenter un revenu d'autonomie en monnaie citoyenne locale, en valorisation d'une production locale respectueuse des humains et de la nature. Ça, c'est une paraphrase de l'éthique de la permaculture. Prendre soin des humains, prendre soin de la nature, partage équitable.
On est aussi organisé autour de lieux de vie ou de production qui sont conçus ou transformés avec l'aide de la permaculture. Donc par exemple, on va avoir... alors ça, je vais vous donner l'exemple après. Juste pour finir, on a une gouvernance en partage avec un peu les outils dont je vous ai parlé juste avant. On a une mutualisation des ressources et on utilise l'économie de la fonctionnalité. Et puis, en fonction des résultats qu'on a, on essaime, on fait des documentaires, on a des gens qui viennent nous faire des articles de presse, etc. Et puis on commence à faire des formations pour que d'autres territoires que le nôtre puissent se saisir de ces outils. Et qu'on crée comme ça des poches de résilience locale un peu partout en France. Et on est suivi par un conseil scientifique pour pas qu'on soit juste là comme ça, le nez dans le guidon, à dire « ouais, c'est super ce qu'on fait, c'est génial, on est les meilleurs ». Chaque année, on a un groupe de scientifiques, donc des universitaires, des chercheurs, que ce soit en économie, des ingénieurs agronomes, tout un tas de spécialités différentes qui viennent nous faire un retour sur ce qu'on fait et pour nous dire « bon bah voilà, de ce que vous nous avez dit, de ce que vous avez fait cette année, on peut vous dire ça ou ça, ça va pas, ça là vous allez dans le mur, là c'est bien, c'est super ». Bon, voilà. Donc on a plusieurs lieux d'implantation. Donc le premier lieu, le lieu historique, c'est la ferme de l'Artel. C'est une ferme polyactivité conçue en permaculture. On y a du maraîchage professionnel, donc par Simon, le type dont je vous ai parlé des jardinières tout à l'heure. On a une forêt jardin, bon, qu'on ne voit pas parce qu'elle est toute floue, mais elle est là-bas. Donc ça c'est associatif, c'est vivrier et non marchand, puisque même si j'ai dit qu'on pouvait faire de l'agriculture professionnelle en permaculture, il y a un enjeu d'autonomie et de production vivrière. En permaculture, on préfère avoir un maraîcher qui produit pour 10 personnes ou 15 personnes et qui a le temps de faire de la formation pour que tous les foyers autour de lui puissent produire une partie de la nourriture, plutôt qu'un maraîcher qui va faire un système parfait pour produire pour 200 personnes, en utilisant des machines, la mécanisation, etc. On veut que les gens sur les territoires reprennent une partie de leur autonomie, et notamment l'autonomie vivrière. Donc on va avoir aussi une activité de boulange où la boulangère elle va utiliser des farines de blé anciens qui respectent la biodiversité génétique et puis qui vont avoir des chaînes de gluten qui vont être plus courtes, plus facilement digérables, donc ça va avoir des effets sur la santé des consommateurs. On a une menuiserie où il y a beaucoup de bois de récup, pareil on valorise des déchets, production de tisane, on donne des formations, on fait de l'accueil. Et puis on a aussi du petit élevage, pareil, qui pour l'instant est associatif, qui pourrait devenir professionnel, mais pour avoir pareil une production, une autoconsommation en fait sur la ferme et des effets. Pareil, voilà, le mouton, il n'est pas juste là pour nous donner du lait ou de la viande. D'ailleurs, on n'utilise pas les moutons pour le lait et pour la viande, mais ça nous donne de la laine, ça permet de tondre les prairies plutôt que d'utiliser du pétrole et un tracteur. Et puis c'est mignon aussi. On a un deuxième lieu d'implantation à Terra. C'est le projet de quartier rural à Trintel, donc c'est ce projet-là. Aujourd'hui, on a acheté le terrain, les travaux vont commencer cette année. Donc c'est un projet de lieu de vie collectif qui comportera aussi un centre d'éco-construction, un lieu de restauration, tout un tas de services, un peu d'écotourisme, etc. Et une production, une zone en fait complètement agricole de production vivrière. Et ça a été conçu en partie avec les outils de la permaculture. Mais contrairement donc à ce qu'on pourrait penser par automatisme, ce n'est pas la partie agricole qui a été conçue en permaculture. Moi, j'ai accompagné ce projet. Ils avaient besoin d'aide sur quoi? Ils avaient besoin d'aide sur le positionnement des maisons. Parce que là, il y a plein de maisons différentes, il y a plein de gens différents qui ont des moyens différents, et puis il y en a qui voulaient vivre les uns à côté des autres, il y en a qui voulaient de l'intimité, il y en a qui avaient besoin d'un accès facile aux services, il y en a qui avaient besoin d'être protégés du bruit, des espaces professionnels, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un hybride, on a fait de la permaculture, et on n'a pas du tout parlé d'agriculture. On a fait de la permaculture, on va dire plus humaine, ou en tout cas sur l'habitat et la construction. On pourrait bien sûr le faire aussi sur les espaces agricoles. En tout cas, en l'occurrence, c'était pour l'habitation. Le dernier lieu, donc ça c'est pas nous qui l'avons créé, c'est un village dans lequel on est installé, c'est le centre historique du siège social de l'association. On y a ouvert une épicerie associative bio et à 85% locale dans la production avec un réseau d'agriculteurs. Donc c'est pas juste les productions de la ferme de l'Artel que j'ai montré juste avant, mais c'est un réseau d'agriculteurs qu'on a monté. Et on leur amène aussi la monnaie locale, on leur essaie de leur donner des solutions avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et puis surtout, on essaye surtout de s'adapter à leurs besoins. Nous, on n'est pas là pour dire aux gens comment ils doivent vivre ou produire, on est là aussi pour répondre aux besoins préexistants du territoire. Ça, je l'ai pas trop dit, mais en permaculture, on essaye vraiment de s'adapter, si je dis sur le contexte, mais on essaie vraiment de s'adapter à son environnement plutôt que l'inverse. Typiquement, j'achète un terrain, je veux planter des pommiers, et ben il se trouve que le sol n'est pas du tout bon pour mes pommiers.
Si je fais un peu en conventionnel, je vais choler le sol, je vais foutre des amendements, je vais complètement retourner le truc, mon terrain, en utilisant des machines, du pétrole, des produits chimiques, etc. Alors que si je fais de la permaculture, je vais peut-être me dire, finalement, plutôt que des pommiers, je vais mettre des pruniers. Donc on a des activités bien sûr sur le village, des activités professionnelles de service, des activités associatives, et on a un village qui du coup a augmenté sa population de presque 10% en 5 ans. Bon, ça c'est une photo de nous, mais c'était il y a 5 ans, donc ça a évolué depuis, mais voilà, c'est nous. Donc pour concevoir la commune et les territoires en permaculture, on va utiliser les méthodes systémiques de conception, et là on va fractionner. Je ne vais pas faire un hybridim sur le projet de terrain. Enfin, je peux le faire, mais ça ne va pas être très utile. Je vais en faire un sur la ferme, je vais en faire un sur les sous-éléments ou sur les activités différentes de la ferme, je vais en faire un sur le quartier rural. Je vous ai dit, on en a fait un sur la partie des habitats du quartier rural, on pourrait en faire un sur la partie agricole du quartier rural. Donc on va fractionner. La documentation spécialisée à cette échelle, elle est plus éparse. On a par exemple le manuel de transition de Rob Hopkins, ça c'est pour vraiment les villes en transition, parce que c'est des échelles qui n'ont pas encore été pas encore énormément développées en permaculture, parce que c'est des projets qui sont très gros. Oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est une évidence, plus on monte en échelle, plus c'est long. La jardinière, en une semaine, entre le concept, l'interview, l'observation, les matériaux, les machins, c'est plié, elle est construite, j'ai mon petit système, je suis content. Même si après, je vais continuer à l'observer, parce que l'observation en permaculture, c'est pas juste avant d'agir, c'est j'observe, j'agis, puis j'observe encore pour voir ce qui se passe. Là, sur les projets comme ça, on est sur des échelles de décennies, enfin au moins plusieurs années, voire des décennies. Donc les zonages, les pentes, les secteurs, c'est pareil, ils sont parfois moins adaptés à l'échelle globale, mais ils sont utilisables sur les sous-échelles de ces projets. Et puis on va avoir les outils de gouvernance et d'intelligence collective. Et bien sûr, on va devoir co-construire des projets avec les acteurs du territoire, les municipalités, les professionnels, les habitants, les institutions, les associations, etc. On ne peut pas dire, je fais un projet territorial en permaculture en faisant le truc avec mon équipe dans mon coin. C'est pas possible. La permaculture, elle intègre un maximum de paramètres liés à mon milieu. Donc si mon milieu c'est le territoire, il faut que j'intègre tous ces gens-là. C'est pour ça que ça prend du temps. Donc ça c'est l'avant-dernière échelle. Donc la dernière échelle, c'est l'échelle des régions et du monde en permaculture. Donc on a les réseaux de lieux et d'initiatives. Donc on a l'exemple du réseau Colibri, du réseau Brin de Paille, ça c'est des réseaux, le réseau Colibri c'est des écolieux, mais le réseau Brin de Paille c'est un réseau de permaculteurs. Et puis on a les très grands projets territoriaux. Ça c'est rarissime. J'ai pas eu besoin de me casser la tête pour trouver des exemples, j'en ai trouvé 3, je vais vous en montrer un. Alors je précise, l'exemple que je vais vous montrer ne se réclame pas de la permaculture, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Par contre, il coche absolument toutes les cases de ce qu'on fait en permaculture. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est l'exemple du plateau de Leusse en Chine. Donc le plateau de Leusse, ce sont des hauts plateaux de plus de 640 000 km², donc c'est la taille d'un grand pays, je pense que c'est plus grand que l'Ukraine même. Bassin versant du fleuve Jaune, c'est une occupation humaine très ancienne, c'est un endroit qui est occupé depuis la préhistoire. Donc c'est cette zone-là de la Chine. Et le plateau de Leusse, donc à la fin du XXe siècle, en 1995, il ressemblait à ça, donc de grands plateaux très arides, presque désertiques. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui pousse là-dessus, pas grand-chose qui vit là-dessus tout court. Donc c'était une zone qui était exposée à un surpâturage et à un épuisement des sols, après des milliers d'années d'agriculture pas vraiment soutenable. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un cercle vicieux, plus la terre était pauvre, plus on faisait pâturer quelques chèvres, etc., parce qu'on ne pouvait plus faire pousser de légumes, de céréales, moins la terre elle pouvait se régénérer, parce que dès qu'il y avait un truc qui sortait du sol, c'était bouffé par les bêtes. Et plus la terre elle s'appauvrit, il n'y a pas de régénération possible. Donc on a une désertification, glissement de terrain, inondation. Donc on a une vraie destruction environnementale qui implique du coup une misère sociale. Parce que quand il n'y a rien à produire sur un territoire, il n'y a rien à redistribuer, il n'y a aucune richesse, les gens sont très pauvres, les gens sont dans la misère. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? En 1995, il y a eu le lancement d'un programme gouvernemental avec un prêt de la Banque mondiale. Et donc les travaux entrepris ont été les suivants. Donc
on a eu une vraie approche systémique comme en permaculture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit la solution c'est ça, faites ci. On a fait venir des experts d'un nombre innombrable de spécialités différentes, hydrologie, pédologie c'est la science des sols, économie, etc. Et aussi, et ça c'est rare sur ce genre de projet, consultation et dialogue avec la population, c'est-à-dire bonjour, vous en êtes où, vous avez besoin de quoi, quelle est votre situation réelle. Il y a eu une transformation intensive des flancs de montagne en terrasse pour retenir l'eau et les sols. Parce que vous vous souvenez, je vous ai dit, sur une pente, quand on fait une terrasse en escalier, quand il y a une averse, au lieu que tout le sol foute le camp, eh ben, il va stagner sur les terrasses, il va pouvoir s'infiltrer et le sol va mieux retenir l'eau. Donc, ils ont terrassé toutes les collines et les montagnes. Donc, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Ils ont fait ça sur de très grandes surfaces. Et ils ont planté massivement des arbres pour ramener la fertilité et maintenir les sols. Ils ont aussi sanctuarisé des zones où ils ont dit, à partir de maintenant, donc ça c'est l'équivalent de la zone 5, vous vous souvenez, les espaces naturels qui ont des limites et où on n'y touche plus. Ils ont sanctuarisé des zones pour les faire repartir en forêt et pour régénérer les sols et faire des hotspots de biodiversité et remettre de la végétation. Et ils ont réduit le pâturage. Et donc là, pareil, plutôt que de dire aux paysans, vous avez qu'à virer vos bêtes et démerdez-vous, non, on essaie de prendre soin de l'humain aussi, pas que de la nature. Donc, il y a une compensation financière qu'il y a eu pour les paysans, le temps des travaux, avec une vraie transition économique. Et puis aussi, partagé équitablement en permaculture, les droits à la terre des paysans ont été étendus pour les inciter à prendre soin de leur propre environnement. Donc, les résultats, une quinzaine d'années plus tard, donc ça c'est en 1995, pendant les terrassements massifs, donc vous voyez, c'est pas juste les collines, on terrasse les montagnes. Ça c'est 1995, donc 15 ans plus tard, en 2008-2010, voilà. Donc, c'est pas mal. Autre exemple, voilà, 95, 2008. 95, 2008. Donc ça marche. C'est puissant. La végétation est revenue. L'érosion des sols a été endiguée. La fertilité est revenue, la production agricole a pu repartir. On a pu recommencer à faire des légumes, des céréales, d'autres productions plus variées. Le revenu moyen des paysans a été multiplié par 3. Oui, on estime que 2,5 millions de personnes sont sorties de la misère. Donc on est loin des buts de chez Papy Mamie là. Et la fertilité, on s'est rendu compte qu'elle se maintient même lors des épisodes de sécheresse, c'est-à-dire qu'on a créé sur un grand territoire de la résilience climatique. La méthode, elle a été adaptée à 35 000 km² de terre sur le plateau, c'est la surface des Pays-Bas. Donc pour concevoir des systèmes pareils, on a bien sûr les méthodes systémiques de conception qu'on est obligé par moment de fractionner. On a peu ou pas de documentation parce que c'est des exemples qui sont malheureusement rarissimes. Il y a quelques exemples documentés en vidéo. L'exemple du plateau de Leuce, vous pouvez le trouver il y a un documentaire sur internet qui s'appelle Hope in a Changing Climate. Vous pouvez le trouver sur YouTube ou sur Vimeo, je crois. Alors il est en anglais, mais vous devez pouvoir trouver des sous-titres. Et puis, vous avez aussi Regreening the Desert. C'est Geoff Lawton, qui est un autre permaculteur, qui lui a réussi à faire pousser des forêts-jardins dans le désert salin de Jordanie en utilisant 5 fois moins d'eau que les agriculteurs du coin. Donc, encore une fois, c'est pour montrer que même dans des conditions extrêmes, en utilisant les principes et les méthodes de la permaculture, on peut vraiment réussir à faire quelque chose. Et puis, donc, bien sûr, sur des échelles comme ça, les parties prenantes sont innombrables. La complexité est vertigineuse, la patience et l'humilité sont requises. Bon, sauf si vous êtes maître du monde, ça va vite. Mais sinon, si vous partez de votre échelle à vous, ça va prendre du temps pour agir sur des territoires aussi vastes. Donc pour conclure cette conférence qui va vers son terme, ça va loin, tout ça. La permaculture, c'est pas juste, c'est pour ça que vous comprenez pourquoi ça m'énerve quand j'entends que c'est laisser faire la nature et faire du jardin. Donc ça va assez loin, tout ça. L'intérêt de la permaculture, c'est vraiment d'avoir été pensé comme une culture. D'ailleurs, l'adjectif qui va avec, en tout cas la qualification qui va avec permaculture, vous verrez parfois qu'on va dire permacole. Mais c'est pas permacole, parce que permacole, ça renvoie à agricole. Le vrai terme, c'est permaculturel. Ça renvoie à la question de la culture permanente. En fait, la permaculture, elle est née effectivement de méthodes agricoles systémiques et elle a évolué entre les mains de ses fondateurs. Et David Holmgren dira en l'an 2000,
la permaculture, elle est passée d'un modèle d'agriculture soutenable à un modèle de culture soutenable. Donc, ça a été pensé comme une culture et non comme une solution miracle ultra spécifique. Son champ d'application est quasi infini dès qu'on touche à l'action de l'humain en relation à son environnement. Plus l'échelle est petite, plus c'est facile de tomber dans le piège de solutions toutes faites. Donc je vais sur internet, je mets, jardin permaculture et je vais tomber sur un article à claquon qui dit avec les super buts de permaculture, c'est merveilleux. Bon, c'est pas de la permaculture. Donc plus c'est petit, plus c'est facile dans le piège de tomber dans le piège de solutions toutes faites. Par contre, d'un autre côté, quand on va faire des solutions petites, c'est un bon moyen de commencer, se mettre le pied à l'étrier, puis de gagner en confiance, parce qu'on va avoir des résultats très rapides. Plus l'échelle est grande, plus les principes sont grisants à imaginer. On peut imaginer qu'on va réussir à changer le monde. Et on a vu, c'est potentiellement possible. Mais ça va être long et complexe à appliquer. Et les paramètres, c'est pas ils peuvent nous échapper, c'est ils vont nous échapper. On a besoin d'humilité, de patience. Par contre, les résultats peuvent être extrêmement puissants. Donc, et moi, dans tout ça, et vous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les échelles qui m'intéressent, qui vous intéressent pour pratiquer la perma ? Est-ce que c'est votre autonomie alimentaire quand vous serez complètement adulte autonome, d'avoir un jardin, de produire pour vous-même ? Est-ce que c'est d'aider votre famille à aller vers la résilience alimentaire, énergétique ? Est-ce que c'est votre ville, votre village ? Est-ce que c'est votre pays entier, si vous avez une vocation plus grande ? Est-ce que c'est juste votre bord de fenêtre ? La bonne réponse, c'est celle qui vous donne envie et qui est adaptée à vos moyens, en lien avec l'éthique de la permaculture. Donc prendre soin des humains, prendre soin de la nature, fixer des limites consommation-démographie et partager les surplus. Encore une fois, plus on commence petit, plus c'est facile de gagner en confiance. Moi j'ai vu beaucoup de gens que vouloir faire de la permaculture, avoir les yeux plus gros que le ventre, puis revenir revoir un an plus tard en disant ça marche pas la permaculture, c'est nul, voilà. Donc ça marche, simplement, comme c'est complexe, il faut commencer petit, puis après on monte en compétences. Donc pour aller plus loin, alors pour ceux que ça intéresse, alors je vais vous laisser quelques références, si vous voulez les noter. Après, Nadine va éditer le PDF, elle va rajouter, en plus des références biblio que je vous donne là, elle va rajouter quelques initiatives qu'il y a juste à côté de Payerne, parce qu'il y en a vraiment juste à côté, donc ça pourrait aller voir, contacter si ça vous intéresse. Et puis, elle vous laissera aussi mon mail, comme ça, si vous avez des questions. Alors là, je vais prendre quelques questions si vous en avez, même si vous avez des réactions, c'est OK. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer des mails et puis moi, je ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, si vraiment, vraiment, vous êtes passionné, etc., sachez que nous, à Terra, on organise chaque année, plusieurs fois par an, des initiations à la permaculture, des formations. On en a en moyenne une par mois au printemps. Et puis pendant les grandes vacances, en été, on fait des modules longs d'une semaine environ, en juillet et en août. Ça, pareil. Si jamais ça vous intéresse, vous aurez mon mail. Voilà. Donc, merci pour votre attention et merci. Merci pour votre attention. Et si vous... Nadine, tu voulais dire un truc ? Je vais prendre peut-être quelques questions. Ouais, juste... Je t'ai vu là. Parce que là, en vrai, on a le temps encore. Hein. Je sais pas quelle heure il est, mais on a le temps. Attendez. 2 secondes, 2 minutes. Ouais. On a le temps, on a 20 minutes. Hein. Vous n'êtes pas prêts de sortir. Voilà, si vous avez des questions, voilà, c'est le moment. Je vais en prendre quelques-unes. Ouais. L'adresse mail, on a à la fin. L'adresse mail, tu la mettras à la fin du... Ouais, à la fin, ouais. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, que ce soit, ou même des réactions ? Si vous avez des choses à partager. Ouais. Ouais. J'entends rien. Alors, s'il vous plaît. C'est extrêmement théorique, mais je vois pas comment on pourrait faire quelque chose avec la permaculture. À votre échelle ? D'accord. Du coup, les exemples. Attends. S'il vous plaît. Du coup, là, par exemple, dans ce que j'ai montré là, tous les exemples que je t'ai donnés, là, ça te paraît théorique ? Mais tu peux dire un peu pourquoi ça te paraît théorique ? Attends, s'il vous plaît. Un système aujourd'hui qui va tellement vite, où tout est basé sur la rapidité. Ouais. Et puis tout ça me paraît extrêmement long et fastidieux. Ok. Alors, non mais c'est vachement intéressant ce que tu dis. On en revient à la question qui est un des principes.
qui est... bon, je ne vais pas revenir dessus, mais vous vous souvenez, il y avait le truc des solutions lentes et à petite échelle. Est-ce que ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même des espèces... Est-ce que c'est en lien avec le fait que tout le système autour de nous, il va super vite, ou est-ce que c'est en lien avec le fait qu'on a des urgences, on doit trouver des solutions tout de suite à plein de problèmes de société, ou c'est les deux? Je ne sais pas comment ça peut passer de système économique aujourd'hui où tout est basé sur un profit. Ouais. Et ceci ne recherche pas forcément le profit. Comment ça peut intégrer notre situation actuelle? Ok. Alors, typiquement, ce que tu dis, c'est très important, et c'est la raison pour laquelle on a des projets, en fait, comme le projet Terra. Notre but, c'est pas juste de faire un truc dans notre coin. Parce que, comme je l'ai dit, la permaculture, c'est une histoire de culture. Effectivement, tu as parfaitement raison. On vit dans un culte de la vitesse, aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, où on est dans l'hyper-technologie, on est dans l'hyper-vitesse, dans l'hyper-productivité. Et la permaculture, elle invite déjà à deux trucs dont on n'a pas l'habitude, c'est la lenteur et la réflexion. Donc c'est sûr, c'est chiant, hein. C'est sûr que quand on se casse pas le cul à réfléchir, on peut aller très vite. Mais du coup, il y a un enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour nous faire des systèmes comme ça, quand tout autour de nous va super vite, et où des gens n'en voient pas l'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on parle de culture en permaculture, c'est parce que l'objet, c'est vraiment de rendre désirable le nécessaire, parce qu'on sait très bien que s'il n'y a pas un travail de conscience qui est fait en amont, si je montre ça à quelqu'un qui n'est ni sensibilisé aux questions environnementales, parce que, voilà, évidemment, en 1h30, je ne peux pas tout vous présenter, mais moi, quand j'ai plus de temps pour parler de la permaculture, on fait des constats sur l'aboutissement de la société industrielle, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce que ça nous emmène. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plus en plus de gens qui, naturellement, vont vers ça, parce qu'ils commencent justement à voir par eux-mêmes les limites de ce système-là. Je veux dire, on parle maintenant des questions d'effondrement, par exemple, même si... Alors, encore une fois, la permaculture, c'est pas du survivalisme, on essaie quand même de créer un peu des lendemains qui chantent, on n'est pas juste là pour dire vous allez vivre dans un bunker. Mais on n'ignore pas ces questions-là. Et quand on voit que des questions comme l'effondrement, en fait, sont abordées aujourd'hui même dans les médias traditionnels, on sent qu'il y a comme un nombre croissant de personnes qui sentent le souffle chaud du diable sur des questions environnementales, sur des questions énergétiques. Et nous, on le voit, si tu veux, on le voit. Au début, quand on a commencé, en 2015, il n'y avait pas grand monde qui nous appelait. Maintenant, on a 5 appels par jour. Donc en fait, cet élan sur la lenteur, sur prendre le temps, sur faire des trucs où il faut réfléchir, il ne faut pas attendre des résultats immédiats, etc., c'est croissant. Et sur la question des résultats immédiats, quand même, j'ai parlé de la question des petites échelles, parce qu'effectivement, en permaculture, on veut obtenir une production. Donc j'ai dit, la production, ce n'est pas que des carottes, etc., ça peut être du bien-être, du lien social, la biodiversité, tout ce qu'on veut. On a besoin aussi de manger aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi des choses à petite échelle, c'est pour avoir vite quand même des résultats sur certaines échelles. Et ce qui va se passer en permaculture, c'est qu'on va vouloir d'abord agir vite sur nos petites échelles individuelles pour ensuite stimuler le changement sur des échelles supérieures. C'est plus facile de stimuler le changement sur l'échelle de ma commune si on est déjà quelques-uns sur nos terrains, dans nos maisons, à pratiquer la perma. Si je vais directement sur des échelles très élevées pour agir vite dessus, j'aurai aucun levier. Donc c'est comme ça que nous, on gère les problématiques de rapidité. Bon, après, on ne peut pas aller plus vite que la musique, et comme on dit, on ne peut pas tirer sur les feuilles d'un arbre pour le faire pousser plus vite. Donc voilà, c'est un peu ça les questions que nous, on traite par rapport à comment on fait avec un monde qui va super vite. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais voilà. Par exemple, la permaculture s'applique à une mode de production. Ouais. Mais comment est-ce que vous produisez maintenant une voiture de manière hyper productive? Pardon, redis, j'entends pas. Parce que dans la permaculture, on est aussi sur des enjeux de descente énergétique. Et comme justement on veut créer de la résilience sur les territoires, on veut diminuer, nous, le recours à la bagnole. C'est-à-dire qu'on veut par exemple, en France, on a eu un énorme exode rural, on a des énormes villes, toutes bouffies, et puis des villages où tous les services sont désertés. Puis alors pour bosser, quand on vit dans un village, on prend sa bagnole le matin, et on fait 2 heures de route ou 1h30 de route, etc. En permaculture, nous, ce qu'on veut, c'est progressivement recréer de l'activité locale pour diminuer le recours au pétrole, aux bagnoles, etc. Donc, nous, on n'est pas du tout dans une espèce de techno-fantaisie qui dirait oui, il faut tous qu'on ait des voitures électriques et ça va être une solution miracle. On ne pense pas ça, nous. Pour nous, il n'y a pas de solution miracle sur la dépense énergétique, il faut la diminuer. Après, on ne dit pas vis dans une grotte demain et mange des cailloux. Mais petit à petit, ce qu'on veut, c'est une diminution de ces systèmes-là parce qu'ils ne nous apparaissent pas comme soutenables et durables. Donc si tu veux, on ne va pas essayer d'aller sur ce terrain-là, on ne va pas dire en permaculture comment je fais pour créer un système industriel pour produire des bagnoles, si tu veux. Nous, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, mais est-ce qu'il y avait une autre question? Parce que... Oui? Non? Oui? Oui, pardon.
un moyen de revitaliser les villages totalement isolés et dont la plupart des gens vivent. Exactement. Bah nous, par exemple, le projet Terra, on a choisi volontairement de s'installer dans une ZRR. Donc, je ne sais pas si tout le monde a entendu la question. Est-ce que la permaculture, l'objectif, ce serait de revitaliser justement les villages un peu déserts, etc. Alors c'est un des effets qu'on recherche. Et nous, justement, à Terra, les villages dans lesquels on s'est installé, ce sont des villages en ZRR, donc c'est des zones rurales à revitaliser. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment un des objets en fait de la permaculture. On peut pas, de toute façon, on ne peut pas. J'ai même l'impression que c'est même pas un des objectifs. C'est comme un effet intimement lié à ce qu'on fait. Si on veut créer, plus on va créer de la résilience locale, plus on va devoir créer des services et des ressources sur place. Donc ça va avoir pour effet de toute façon de ramener des gens dans les campagnes, dans les champs, de la même manière qu'en permaculture, plutôt que d'avoir quand je parlais de un agriculteur pour 15 personnes ou d'un agriculteur pour 200 ou 1000 personnes, ça veut dire qu'il faut bien ramener des gens dans les champs. Donc ça veut dire qu'il faut bien ramener des gens dans les campagnes. Si on va avoir une production, pas avec des tracteurs qui font la taille d'une maison et qui ont la consommation d'un Boeing, eh ben il faut de toute façon ramener des gens dans les campagnes et dans les villages. Donc oui, totalement. Ouais. Jusqu'où vous voulez répandre la permaculture et jusqu'où vous pensez qu'elle va être répandue? Alors, moi, à titre perso, pour moi, c'est partout. Mais après, bien sûr, si tu veux, en milieu urbain, ça présente un certain nombre de défis. Et puis la permaculture, elle dit pas il faut plus de villes, c'est pas vrai. Mais justement, il y a des mouvements comme, il est où? Il est là. Il y a des gens comme Rob Hopkins qui justement s'attaquent aux questions en fait, de la permaculture en ville et qui fonctionnent. Aujourd'hui, il y a des centaines de villes par le monde qui ont des mouvements de villes en transition. Donc, la permaculture, encore une fois, elle a été pensée comme une culture, elle est applicable partout. En théorie et même en pratique, on le voit, elle est appliquée partout. Elle n'est pas appliquée partout aujourd'hui, mais elle est applicable partout. Donc, si on veut vivre dans une bonne intelligence avec son environnement, tout en prenant soin des humains et en partageant les surplus, on va utiliser les outils de la permaculture, puis on va les adapter. Évidemment, si je vis dans un grand immeuble d'habitation, dans un milieu hyper urbanisé, etc. Bon, j'ai deux possibilités. Soit je me casse et puis je vais vivre à la campagne parce que j'ai envie d'avoir de l'espace et tout. Soit, j'en sais rien, je vais avoir des initiatives avec mes voisins et on le voit maintenant même en région parisienne, ça commence à se voir. On voit il y a des grands immeubles d'habitation où il commence à y avoir des questions de compost collectif, de récupération d'eau des toitures, de balcons végétalisés intégralement avec des systèmes nourriciers comme les aquarelles comestibles. On va pouvoir quand même faire des choses. On ne pourra pas agir, avoir une production écosystémique autant qu'à la campagne, mais on en aura une quand même. Donc le but, c'est plutôt de retrouver un équilibre entre la ville et la campagne. C'est pas de supprimer les villes. Et on pense que, nous, en tout cas, en tant que permaculteurs, on pense que c'est applicable partout. Voilà. Ouais, c'est bon. Il y a encore Ah, vas-y, ouais. S'il vous plaît, j'entends pas. Ouais. Est-ce que ça pourrait avoir un impact pour l'agriculteur type traditionnel d'aujourd'hui, conventionnel, très industrialisé, et un impact au niveau géopolitique dans le sens où la France est une puissance agricole? Oui. Est-ce que le fait que la permaculture supplante la culture industrielle, oui, ça ne va pas changer un peu les... Donc est-ce que la permaculture peut avoir un impact pour les agriculteurs, on va dire, en agriculture conventionnelle? Et est-ce que ça peut avoir, si on va dire les modèles agricoles à grande échelle passent du conventionnel à des approches plus proches de la permaculture, est-ce que ça va avoir des impacts géopolitiques? C'est ça que tu disais? Oui, économique pour la France. Alors, pour la France, de toute façon, alors donc pour la question du conventionnel, bon, aujourd'hui on a bien des agriculteurs qui font leur transition en bio. Bio n'est pas permaculture, hein, forcément, parce qu'il y a des trucs en bio industriel, pas spécialement, voilà. Et puis il y a des conventionnels qui ne sont pas labellisés bio, puis qui ont quand même des pratiques vertueuses, hein, évidemment. Mais de toute façon, politiquement, la permaculture, elle a un impact, parce que si demain, tu as un ensemble de communes et de territoires, et notamment agricoles, qui passent à la permaculture, elle a quelque part comme elle fonctionne en fractal, il y a un enjeu de décentralisation des pouvoirs en permaculture. C'est-à-dire qu'à chaque échelon, il faut trouver des échelles de responsabilité, de gouvernance, etc. On veut mettre plus d'horizontalité dans les gouvernances, dans les communes, etc. La France, c'est un pays extrêmement centralisé. Donc, effectivement, si la permaculture, dans les 20, 30, 40 ans qui viennent, elle commence à envahir absolument tous les territoires, ça va poser des questions sur la centralisation des pouvoirs en France. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un pouvoir central, mais ça veut dire que oui, ça va tirer un peu vers une décentralisation. Alors après, en termes de géopolitique mondiale, j'en sais rien, mais si tu veux, de toute façon, la permaculture est un mouvement mondial. C'est pas français, c'est pas australien, aujourd'hui c'est mondial.
Mais donc oui, la permaculture, politiquement, elle appelle à une certaine forme de décentralisation, puisque comme la permaculture, elle dit on veut adapter les solutions à notre contexte, bah, en politique, c'est pareil. Si on fait de la politique en s'inspirant un peu de ces modes-là, de pensée, on va adapter nos mesures politiques à leur contexte. Vous, en Suisse, vous êtes beaucoup plus décentralisé qu'en France. Il y a beaucoup de choses qui sont gérées de façon différente entre les communes et les cantons. Nous, en France, c'est très très centralisé. C'est pour ça qu'on a des absurdités politiques en France. Donc oui, là, j'espère que la permaculture fera partie de plusieurs leviers, il y en a d'autres, pour décentraliser un petit peu au niveau politique la gouvernance des territoires, en fait. Voilà. Ça répond un peu à ta question ? Ouais, ok. Je vous remercie tous d'être là. Je pense que c'est quelque chose qui demande à être médité, réfléchi, peut-être mettre dans un coin de la tête, y repenser. Et puis encore une fois, vous aurez mon mail, donc si Voilà. vous avez envie, n'hésitez pas. On va rester là si jamais d'autres ont des questions Oui. pour nous poser.